On va voir ensemble 7 signes d'une faible intelligence émotionnelle. Et je sais qu'il y a 2 publics pour ce genre de sujet. Premièrement, ceux qui se posent la question de ai-je moi-même une bonne intelligence émotionnelle? Peut-être 30% des gens qui voient cette vidéo. Et puis il y a l'autre partie, 70% des gens qui se demandent est-ce que mon partenaire a réellement de l'intelligence émotionnelle? On sait qu'on a différents types d'intelligence. On a par exemple le QI, quotient intellectuel, et puis il y a la partie intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on comprend vraiment bien nos émotions? Parce que être en couple avec une personne qui a une faible compréhension de ses émotions, ça peut créer un quotidien qui est compliqué. On a de la chance, ce sujet est très bien documenté, notamment on parlera aujourd'hui de conscience de soi, de régulation émotionnelle, d'empathie, de compétences sociales et même de motivation intérieure. Mais avant de démarrer, de voir les 7 points qui indiquent qu'une personne a une faible intelligence émotionnelle, j'aimerais juste rappeler un peu de contexte. Entre hommes et femmes, on est un tout petit peu différents. Ça change non seulement selon le sexe, mais aussi selon l'âge des personnes. Par exemple, chez les hommes, on a souvent été élevé avec un homme, ça ne se trompe pas. Un homme, ça ne montre pas de faiblesse. Un homme, ça n'a jamais mal. Un homme, ça doit maîtriser, contrôler. C'est pour ça, mon petit garçon, que tu as été créé bonhomme, parce que tu n'as peur de rien. Et tu te retrouves à l'âge adulte avec des hommes qui finalement ont du mal à admettre par exemple des erreurs ou à comprendre ses propres émotions ou les émotions des autres. Alors vous inquiétez pas, ça ne concerne pas que les hommes, on va parler des femmes dans un instant. Il y a aussi parfois la difficulté à reconnaître l'impact sur les autres. Chez les femmes, souvent une bonne éducation à l'empathie. On leur a expliqué qu'en jouant avec leurs poupées, elles pouvaient reproduire des scènes du quotidien, comprendre, écouter, s'adapter, s'excuser. Et les femmes, encore une fois de notre génération, peuvent avoir une tendance inverse. Typiquement, ce sera l'autoculpabilité. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair, c'est sûrement de ma faute, je dois m'excuser. Elles acceptent des excuses parfois trop rapidement, ou encore elles passent leur temps elles-mêmes à s'excuser. Il y a aussi l'âge là-dedans. Entre 20 et 30 ans, souvent l'identité est fragile, l'ego est un peu plus sensible, un peu moins construit, et donc du coup, être montré comme celui qui a tort peut être quelque chose de compliqué. Et puis quand on monte dans les âges, entre 30 et 40 ans, souvent on a une bonne confiance en soi, ça commence à aller mieux, on peut dire des choses comme « Ok, là j'ai déconné, j'ai pas été bon ». On sait que s'excuser n'en met pas foncièrement en cause toute notre vie. C'est à cet âge-là que l'intelligence émotionnelle peut faire le plus grand bond. C'est là que ça peut progresser le plus. Ensuite, l'âge va venir figer les traits. Si tu n'as pas progressé entre 30 et 40 ans, tu vas arriver dans l'étape d'après, dans l'après 40 ans, où tu as 2 profils qui apparaissent. Soit la personne va mûrir, va finalement accepter une nuance, arriver à s'excuser, à comprendre les autres, soit il se rigidifie, un peu comme tes os, un peu comme tes muscles. Je suis comme ça ne changera pas et il faut m'accepter comme ça. Passé 50 ans, si cette personne n'a jamais bossé sur lui, c'est parfois trop tard. Mais j'ai des tonnes de contre-exemples qui montrent des hommes de 45, 50, 60, même 70 ans qui finissent par changer et on verra ensemble une méthode aujourd'hui pour ça. Alors on en arrive à nos 7 signaux qui montrent qu'une personne a une faible intelligence émotionnelle. Et tout va commencer par ce point qu'on va retrouver dans tous les livres, dans toutes les études à ce sujet, c'est une faible conscience de soi. C'est par exemple un homme, pourquoi est-ce que je prends un homme dans cet exemple? Devinez. C'est un homme qui, souvent, ne sait pas ce qu'il ressent, ni même pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Aujourd'hui, à l'école, les enfants ont des petits carnets avec des petites cartes dedans sur lesquelles ils peuvent nommer leurs émotions. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de l'inquiétude, ça, c'est du stress, ça, c'est de l'humiliation, ça, c'est de la jalousie. On leur apprend à nommer. Et selon où tu en es toi aujourd'hui, peut-être que ça te paraît évident de faire de la différence entre de l'inquiétude, de la jalousie, du stress ou autre, mais pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. C'est un espèce de magma, je me sens pas bien, ça ne va pas, je suis en colère, mais cette personne ne peut pas spécifiquement nommer l'émotion qu'il a aujourd'hui, ni même comprendre qu'est-ce qui l'a déclenché. Et très souvent, la chose que cette personne pourrait dire, c'est « je me sens attaqué », c'est ce qui déclenche cette colère. Le second point, vous voyez, c'est facile pour l'instant. On comprend, on avance vite. Le second point, c'est le besoin d'avoir toujours raison. Ça, c'est très simple à remarquer dans une conversation. Ça va souvent avec l'autre point qui est inséparable, c'est l'incapacité de recevoir
la moindre critique. Commençons par le premier point, besoin d'avoir raison. Si jamais cette personne est contredite, elle va vivre ça comme une agression sur sa propre identité. Comprends bien la chose suivante. Une personne qui a un ego fragile, admettons que la version très imagée de ça, ce serait son ego est déjà au ras du sol. Vraiment, ça peut pas être plus bas. Ça touche sol. Si jamais on la contredit, ça veut dire que sa valeur serait encore inférieure à ça. On irait sous terre, ce qui serait impossible. On serait dans le négatif. Donc une conversation avec ces personnes-là devient pénible. C'est une bataille. Il ne s'agit plus d'être en mode coopératif dans un couple, dans une amitié ou au travail. On est dans qui va gagner. Et c'est lui qui a besoin de gagner. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que ces personnes peuvent même savoir qu'elles ont tort et pour autant avoir besoin que les autres disent qu'ils ont raison. Là où toi, généralement, si tu as compris ça, tu dis écoute mon coco, ok, tu me dis que le ciel est vert fluo, ça me va très bien, aucun souci, tu as raison. Ça parle de parentalité, ils te disent c'est comme ça que ça se passe avec les enfants et c'est tout. Même des fois, tu as le langage physique qui est un peu rigide, qui est un peu figé comme ça. Tu expliques ta vie, tu dis que ça s'est mal passé dans une certaine situation. Hier, tu as été triste, ce matin, il s'est passé quelque chose dans ton couple. Ils vont t'expliquer ta propre vie. Tu es en train de vivre ça précisément. Au travail, ça peut être aussi qu'ils vont venir rejeter une idée qu'ils n'ont pas eue eux-mêmes. Si ça vient pas d'eux, alors dans ce cas-là, c'est nul. Encore une fois, cet ego qui est au ras du sol en permanence, si jamais leurs idées sont acceptées, temporairement, ça les fait remonter un peu dans leur estime d'eux-mêmes. On a dit qu'il y avait un pendant à ce premier point qui était le besoin d'avoir raison, c'est l'incapacité à recevoir un retour même constructif. Dans mon entreprise, j'ai un critère d'embauche qui est celui de se remettre en question. C'est un des seuls critères que je dis en entretien d'embauche au tout début. Je veux des personnes qui acceptent de s'être trompées. On bosse ensemble, on avance ensemble, on est une équipe. Si jamais quelqu'un se trompe, je ne veux pas qu'il s'enterre, qu'il s'enferme dans son ego à dire qu'il a raison, que c'est la faute d'un tel, etc. Je veux qu'il dise la faute qui est arrivée, l'erreur qui est arrivée, de manière à ce qu'on analyse cette erreur et qu'on s'arrange pour qu'elle n'arrive plus par la suite. Le site web est tombé, il ne fonctionne plus, je veux pas savoir la faute à qui, etc. Je veux qu'on analyse cette erreur, qu'on la comprenne et qu'on s'arrange pour que le site web fonctionne mieux après. Bosser avec une personne qui est incapable d'avoir un retour, même constructif, c'est compliqué. Être en couple avec une personne qui est incapable de recevoir un retour, ça peut te bouffer une vie entière. Toute critique est vue comme un rejet de sa part, comme le fait de baisser sa valeur, comme une attaque, voire même comme une humiliation. Et c'est souvent ce qui va provoquer sa colère par la suite. Par exemple, tu dis t'as oublié notre anniversaire, il va dire tu dramatises, mais bien sûr que j'y avais pensé, aucun souci, ça allait arriver bientôt. En fait, tu sais bien que non, tu l'as lu dans son regard qu'il l'avait complètement zappé, sauf qu'il n'arrive pas à s'en mettre en question. Il y a des expériences sur YouTube que j'aime bien, qui ont été aussi très bien documentées, où là, par exemple, on fait voir deux participants un même objet au milieu. Et chacun des participants doit décrire ce qu'il voit, qui sont chacun à un bout de la pièce. L'un, par exemple, observe des carrés, l'autre va observer des ronds. Et en fait, ce sont des objets qui sont créés pour avoir une forme différente. Un carré d'un côté peut ressembler à une boule selon la manière dont on va jouer sur la perspective, la géométrie. Ce vase, si on le retourne, va jouer un jour de saxophone. Cette forme bizarre va ressembler à un carré. C'est juste pour montrer qu'une même situation peut être vue de deux manières différentes. Alors on a vu qu'il y avait deux cas de figure pour cette vidéo. C'est peut-être toi qui veux évoluer. Et dans ce cas-là, la phrase à se répéter, c'est « Je peux avoir tort. J'ai le droit d'avoir tort. » Tu peux aussi apprendre à dire « Tu as raison. Je n'y avais pas pensé. » Avoir tort, le reconnaître, est en réalité un signe d'intelligence et non pas un signe de faiblesse. Ça, c'est pour ton cas à toi. C'est si toi, tu regardes cette vidéo en te disant comment est-ce que je peux augmenter mon intelligence émotionnelle. Maintenant, si c'est ton Jean-Michel à la maison qui a du mal, garde bien en tête que cette personne, souvent, ne manque pas d'intelligence, mais elle manque de sécurité intérieure. C'est bien plus simple à comprendre comme ça. Tant que cette personne se sentira attaquée, alors cette personne restera fermée. Donc ce qu'il ne faut surtout jamais faire, c'est lui prouver qu'il a tort, parce que là tu rentres dans un combat. L'autre est en défensif, en mode combattant, et tu vas venir dans le même mode que lui. Ça ne fonctionne pas. Ce qui marche réellement, je te mets deux techniques qui sont à mon sens les plus efficaces, c'est de montrer qu'il y a un deuxième angle.
comme pour ces formes géométriques qu'on a vues juste tout à l'heure. Je comprends pourquoi tu vois ça comme ça. Puis, tu vas ajouter ton propre point de vue. Moi, j'ai vécu d'autres expériences dans ma vie, j'ai une autre vision, et voici comment je le ressens, voici comment je vois cette situation. Est-ce que je peux te la partager? Est-ce que tu acceptes que je te donne mon point de vue? Et la deuxième technique qui marche bien, c'est le micro-retour, c'est dire une petite phrase pour montrer ce que tu as pensé. C'est juste pour te dire que ça, j'ai adoré, j'ai aimé, ça par contre, j'ai détesté. Par exemple, tu parles de la soirée d'hier soir, vous avez peut-être dîné quelque part, tu peux mettre 3 compliments. Bravo d'avoir trouvé ce restaurant. L'ambiance était géniale. Je me suis régalé. Et si je peux juste te dire une phrase qui m'a blessé, c'est que lorsque tu as dit cette phrase-là ou ce sujet-là, ça m'a fait de la peine. N'hésite pas, soit dans un ratio de 3 compliments pour une critique, ou même tu mets ça en sandwich. Tu mets un compliment, une petite critique et un compliment. Ou en hamburger s'il t'a invité, au McDo, bien évidemment. Le signal que ton Jean-Mich peut évoluer. Premièrement, c'est qu'il va te dire « je réfléchis, je vois ce que tu veux dire ». Il peut aussi bouder, ne rien dire, et puis le lendemain arriver en s'excusant. Ça, c'est le signe que son intelligence émotionnelle est en construction, que ça évolue. C'est pas quelque chose qui est figé, qui ne bougera jamais, c'est quelque chose qui bouge dans le temps. Maintenant, voici le signe que cette personne n'évoluera probablement jamais. Il se vexe toujours, dans tous les cas, il va nier ton ressenti, il va toujours s'énerver. Et il refuse d'entendre l'impact sur toi. Au passage, on retrouve là certaines caractéristiques des personnes qui sont perverses narcissiques. C'est une petite partie commune entre les deux, l'incapacité à se remettre en question. Mais le pervers narcissique, c'est pas qu'il manque d'ego, c'est qu'il se prend pour Dieu, une personne parfaite. Il ne peut pas avoir tort. Alors qu'une personne qui a une mauvaise intelligence émotionnelle est souvent une personne qui manque d'estime d'elle-même et qui n'arrivera pas à accepter de se remettre en question. Troisième point qui montre que cette personne a une faible intelligence émotionnelle, c'est une forte réactivité émotionnelle. Les émotions, c'est ce qui va conduire sa personnalité. C'est ça qui est au volant de la voiture, des émotions ou de sa vie. Cette personne, par exemple, réagit directement. Elle est un peu à fleur de peau. Il se passe quelque chose, il y a une mauvaise phrase, elle n'arrive pas à nommer ses émotions, elle n'arrive pas non plus à les gérer. Et qu'on se mette d'accord, on a tous des émotions sur Terre. Mais certains savent que lorsqu'on a une émotion qui est forte, il faut prendre un petit peu de temps pour soi, quelques secondes, voire quelques minutes pour redescendre, puis pour en parler. Personne qui a une mauvaise intelligence émotionnelle ne sait pas ça, elle va exploser directement. Donc cette personne peut venir claquer la porte, s'énerver, envoyer un long message SMS. À noter aussi qu'on n'est pas tous égaux devant la gestion émotionnelle. On parle de l'amygdale qui est vraiment le centre opérationnel de nos émotions. Une personne TDAH par exemple sera beaucoup plus explosive, aura beaucoup plus de mal à gérer ses propres émotions. Dr Sikorov, la semaine dernière en interview, a dit il y a 20% des prisonniers qui sont TDAH. Les hommes, souvent, et les femmes vont consulter un psychiatre. Comment faire évoluer ça? On fait une pause, on respire, on nomme l'émotion, on prend le temps qu'elle passe doucement, on régule, puis après ça, on va agir. Le quatrième signal que cette personne en face de toi, ou que toi-même, tu as une mauvaise intelligence émotionnelle, c'est la difficulté à s'excuser et la tendance à renverser la faute. Tu dois comprendre à peu près ce qui se trame au fil de ces points. Tu vois qu'il y a des parties communes là-dedans. On sent que ce sont des sujets qui sont connexes. L'incapacité à s'excuser sincèrement, c'est par exemple une personne qui va te dire « je suis désolé », mais elle ne l'est pas vraiment. C'est pas pour réparer, c'est juste pour te faire plaisir. Au fond de lui, cette personne ressent toujours une forme de haine. Ou encore une autre formulation qui est au passage un petit peu perverse narcissique, c'est « je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Ou encore « tu es trop sensible ». Donc par exemple, tu es dans une soirée avec des amis, cette personne te fait une blague qui est mauvaise, il devrait s'excuser, et il te dit à la place de ça, c'était juste une blague, t'es trop sensible. Et ça s'enchaîne souvent par le fait d'inverser la situation, on minimise, puis c'est toi qu'on va venir blâmer. Ce sont eux les victimes et c'est toi le problème. Rappelle-toi de cet ego qui est au ras du sol, c'est la peur profonde d'être le mauvais. Un modèle d'excuse sain, c'est de dire « je suis désolé pour ce que j'ai fait ». Ça t'a blessé quand j'ai dit cette phrase-là. La prochaine fois, je ferai différemment. Alors, comment faire pour réparer ton Jean-Mich qui a peut-être pas ce genre d'intelligence? Tu peux lui expliquer. Tu peux lui faire une forme de pédagogie à l'intelligence émotionnelle. Quand tu as dit ça hier soir,
ça m'a fait de la peine. Tu vois le schéma qui se trame au fil de tous ces points? On est en train d'éduquer l'autre. On n'est pas en conflit, on est en train de lui montrer qu'on peut penser différemment, qu'on peut se comporter différemment et que tout se passe bien. Ça va, on s'aime toujours. J'ai besoin que tu reconnaisses ce que ça m'a fait. Je sais que ce n'était pas ton intention de me faire du mal. Tu peux même lui dire un modèle d'excuse qui est sain, qui est cohérent, c'est « Je suis désolé d'avoir fait ceci hier soir », qui t'a fait te sentir mal. Le signe qu'il évolue, c'est qu'il revient plus tard pour en parler, même s'il bloque au début, même si ça prend quelques semaines ou quelques mois. Au bout d'un moment, il commence à comprendre. Ok, j'ai compris, ça c'est bon signe. Il y a d'autres signes que ça va prendre plus de temps, voire même jamais parce qu'il ne veut pas, c'est que systématiquement il bloque la discussion, il te fait culpabiliser et il inverse la faute. Et au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, on est encore là-dedans. Il n'arrive pas à apprendre cette intelligence émotionnelle. 5e point, problème avec les limites. En soirée, par exemple, ils vont raconter des histoires qui sont embarrassantes. Ils vont même pas repérer ton malaise. Ils minimisent, ils inversent. C'est ta faute. 6e point, ce sont des personnes qui vont centrer toutes les conversations sur eux-mêmes, qui vont toujours ramener ça à eux. Tu leur racontes ton voyage en Australie, tu peux être sûr d'une chose, au bout de 3 phrases, ils coupent la discussion et ils vont parler de leur voyage en Suède. Tu confies un deuil, ils vont te parler d'un problème qu'ils ont sur l'ordinateur. L'intention est bonne, c'est de se connecter, c'est de dire moi aussi j'ai ressenti quelque chose ou j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ce que toi tu as vécu, mais la stratégie est mauvaise. C'est un manque d'empathie totale. Comment faire évoluer la personne avec qui tu es? C'est lui montrer qu'il peut écouter complètement pendant quelques minutes, sans avoir besoin de ramener sa fraise avec ses histoires. Le 7e point qu'on retrouve très souvent chez les femmes traumatisées ou chez la plupart des hommes, c'est l'évitement émotionnel, la peur de se montrer vulnérable. C'est des personnes qui vont éviter les discussions importantes, qui vont jamais sortir leurs émotions, qui te racontent peu leur passé, qui te racontent jamais les éléments où ils ont été vulnérables. Et c'est des personnes finalement avec lesquelles on a du mal à se connecter. Parce qu'il n'y a jamais de vulnérabilité. L'amitié, entre autres choses, c'est aussi un peu par exemple de confier ses problèmes, ce qu'on a vécu, etc. On confie ses problèmes à ses proches, qu'on se mette d'accord. Tu n'iras pas raconter ta rupture amoureuse à ton chef, en principe. Tu n'iras pas raconter ta dispute de la veille à une personne inconnue. Pour l'extérieur, on se montre fort, et à nos amis, à nos proches, ou dans notre couple, c'est là qu'on peut se permettre de montrer nos failles, nos fragilités. Et une personne qui ne montre jamais sa vulnérabilité n'arrive pas réellement à se connecter avec les autres. Parce qu'elle pense que se montrer vulnérable ou montrer des problèmes dans sa vie, c'est être vulnérable. Alors qu'en réalité, il faut une forme de force pour montrer sa vulnérabilité. Il faut une dose de confiance en soi pour se montrer fragile. Allez, 8e point en bonus, c'est la difficulté à reconnaître les émotions chez les autres. C'est-à-dire que non seulement ils n'arrivent pas à reconnaître les émotions chez eux, ni à les nommer, mais ils n'arrivent pas non plus à les nommer chez les autres. Ils pensent que eux, ils iraient très bien dans ce genre de situation, ils n'arrivent pas à comprendre que toi, tu puisses le vivre différemment. On est toujours sur cette notion des deux angles, deux points de vue différents sur un même événement. Pour conclure, et c'est ça qu'il faut garder en tête aujourd'hui, c'est que c'est pas un trait de personnalité qui est figé. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on apprend aujourd'hui à nos jeunes à l'école. Ça peut se développer comme un muscle, comme si tu allais à la salle de sport. Tu peux avancer dessus. Et le schéma de prise de conscience ou d'avancer dans cette intelligence, il va toujours de la même manière. D'abord, c'est apprendre et se documenter sur la conscience de soi. Tu peux aller sur Internet, par exemple, trouver des dictionnaires qui expliquent les différents types d'émotions et les apprendre pour apprendre à les nommer chez toi ou chez les autres. Une fois qu'on a pris conscience de soi, qu'on a un bon dictionnaire interne pour les nommer, ça va consister à réguler ces émotions. Là, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la jalousie, je ressens de l'aigreur, etc. Et je régule, j'attends que ça passe. Puis après ça, ce sera montrer de l'empathie vis-à-vis des autres. Puis, c'est d'entrer dans des relations au sens large, amoureuses, amicales, professionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et si vous traînez avec des gens qui n'ont aucune intelligence émotionnelle, je sais à quel point ça peut bouffer ta vie. C'est-à-dire que quand on regarde ça, on comprend que oui, certes, est-ce que c'est compliqué? Même pas. En une vidéo, tu vois ça.
tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends qu'il y a une forme d'intelligence, ben c'est le nom, intelligence émotionnelle, à apprendre ça. C'est quelque chose qui s'apprend plutôt rapidement, même s'il y a certains comportements à rééduquer. Et deux partenaires qui ont une bonne intelligence émotionnelle vivent une toute autre vie qu'un couple où l'un des deux n'a pas ça. Parce que ta vie peut devenir catastrophique. C'est une suite de frictions dans le couple, c'est une suite de disputes, de problèmes, et ça peut te bouffer la vie juste parce que l'autre en face n'a pas compris ça. Donc voilà, j'arrête de m'énerver. Qu'est-ce que je ressens comme émotion? De l'incompréhension. On se retrouve très prochainement. Je vous aime. Salut à tous. Bye.